vidéo tout autant sexy que la première, hein, pour évoquer la suite du chapitre. Donc on commence directement avec le terme de conjoncture. Avant de préciser ce terme, je tiens à vous rappeler ce qu'est le PIB, qui est le produit intérieur brut, égal à la somme totale des biens et services produits sur un territoire donné durant une année. Donc on va calculer tout ce qui est produit, que ce soit le lait, la coiffeuse qui a fait une coupe de cheveux, etc., etc., pour calculer qu'est-ce que c'est que le PIB d'un pays sur une année donnée. C'est en réalité un outil de mesure de la croissance économique pour un pays qui permet de faire ensuite des comparaisons soit d'une année à l'autre, soit d'un pays à l'autre. La conjoncture, eh bien, c'est l'ensemble des facteurs qui déterminent la santé économique d'un pays. Quand on parle de facteurs, il faut le voir au sens large. Une guerre, une catastrophe naturelle peuvent être des facteurs qui ont des impacts considérables sur une santé économique. Un coronavirus, tel que nous le vivons actuellement, c'est un facteur qui détermine partiellement ou dans une large mesure la santé économique de notre pays et de la plupart des pays du monde. Et il faut voir tout cela comme une succession de périodes d'expansion lorsque la production, autrement dit le PIB, augmente, et de périodes de récession, lorsque la production stagne ou baisse. Pour y voir plus clair, il faut bien comprendre ces 4 phases du cycle économique. Prenons dans un ordre chronologique complètement aléatoire. Vous avez sur l'axe vertical l'activité économique, autrement dit le PIB, et sur l'axe horizontal le temps. Là, nous avons juste une séquence qui reprend les 4 phases, mais évidemment que ma courbe peut aller à gauche à l'infini. On pourrait partir de 1700 jusqu'en 2020. Admettons actuellement crise, la croissance ralentit, coronavirus, le Conseil fédéral édicte des mesures assez drastiques, pour des mesures sanitaires assez drastiques. Du coup, certaines entreprises doivent fermer, plein d'indépendants doivent arrêter d'exercer leur activité, des commerces, etc. ne peuvent plus vendre leurs produits. Donc, période de crise, la courbe qui avait atteint un sommet repart vers le bas. La crise, c'est le point de retournement de ma courbe. La récession, c'est égal à la basse conjoncture. On dit une basse conjoncture. C'est lorsque la courbe repart vers le bas. Donc ma courbe de PIB descend. Il y a là une diminution de la production, donc diminution du PIB. Les entreprises arrêtent d'investir ou investissent moins parce qu'elles ont peur pour l'avenir aussi. Elles ont aussi moins de liquidités parce que les gens consomment moins. Les revenus des entreprises baissent, mais les revenus des individus aussi, parce que beaucoup se retrouvent au chômage partiel ou au chômage tout court et gagnent plus que 80% de leur salaire d'avant. Donc c'est une période où on consomme moins, et lorsqu'on consomme moins, les entreprises gagnent moins, et du coup c'est un cercle vicieux où production et consommation déterminent un petit peu le sens de ma courbe. La reprise, c'est le moment où la croissance reprend, c'est le point de retournement où ma croissance va repartir vers le haut, pour arriver dans une phase d'expansion qui est égale à haute conjoncture, puisque ma courbe du PIB remonte. Et à ce moment-là, il y a donc une augmentation des investissements. Les entreprises recommencent à investir, elles recommencent à engager aussi des gens. Les gens retrouvent un salaire décent, ils recommencent à consommer normalement parce que le chômage diminue. Voilà en gros les 4 phases du cycle économique. De tout temps, l'être humain a connu des crises économiques. Je vais en citer 2. Avec premièrement le crash de 1929, c'était une crise liée à la bourse de New York suite à une bulle spéculative. La spéculation, c'est un peu ce que font les traders. Ils parient sur un produit et plein de gens parient en même temps sur un produit, ce qui lui fait prendre de la valeur. Et parfois, on parle de bulle lorsque la valeur atteinte par le produit a tellement augmenté qu'elle n'a plus rien à voir avec la valeur réelle du produit. Et lorsque l'on s'en rend compte, eh bien, le système s'écroule totalement parce que plus personne ne veut ce produit qui pourtant avait sur le papier une valeur indécente. Cette crise à New York, elle est arrivée au moment où arrivait un nouveau système qui était le système d'achat à crédit et où plein de gens du coup ont couru dans les banques pour faire des emprunts qu'ils ne pouvaient pas rembourser. Donc, suite à cette bulle spéculative, eh bien, effondrement de la bourse, et c'est une crise importante dans l'histoire du XXe siècle puisque c'est le début de ce qu'on appelle la Grande Dépression, l'une des plus grandes crises économiques qui a mené en partie à la Deuxième Guerre mondiale. Donc 1930-1939, Grande Dépression dans toute l'Europe et aux États-Unis. Crise des subprimes, 2008, un peu plus récent.
Je vais essayer d'expliquer ça le plus brièvement et le plus clairement possible, pardonnez-moi si j'y arrive pas. Entre 2002 et 2006, le prix de l'immobilier progresse rapidement aux États-Unis notamment. Du coup, il y a une euphorie sur les marchés. Les banques octroient de plus en plus de crédits hypothécaires, et non seulement ils octroient de plus en plus de crédits, donc ils prêtent de plus en plus d'argent, mais en plus ils le prêtent à des personnes dont la capacité de remboursement est faible. Et ces crédits-là, on les appelle les subprimes, et ils sont caractérisés parce qu'ils sont de mauvaise qualité. Petit à petit, le marché de la finance, il fonctionne comme ça. Des banques prêtent de l'argent, le but c'est évidemment que l'argent soit remboursé, mais qu'en plus ça génère des revenus. Ça veut dire que la personne qui rembourse l'argent va en plus payer un intérêt. Donc non seulement la banque va retrouver son argent, mais il y aura un intérêt en plus. Les banques, dans le monde de la finance, elles peuvent se vendre des packs de crédit. Ça veut dire que une banque peut décider, ah ben je vais faire un pack avec quelques subprimes, quelques crédits de bonne qualité, je vais mélanger tout ça et je vais vendre mon pack dans une banque en Indonésie. La banque en Indonésie va faire exactement la même chose. Elle va récupérer quelques crédits à l'intérieur de ce pack, les mélanger avec des crédits d'un autre pack et elle va les revendre au Japon, etc., etc. Et tout à coup, en 2007, les banques commencent à réaliser qu'elles ont massivement investi dans des crédits de mauvaise qualité. Ça veut dire des crédits qui ne valent rien, puisque c'est de l'argent à perte. C'est de l'argent qu'on a prêté initialement aux États-Unis, très souvent, et c'est de l'argent qui ne reviendra non seulement pas dans la banque, mais qui en plus ne générera, et qui du coup ne générera aucun intérêt. Donc la valeur de ces produits s'effondre. Ils valaient beaucoup d'argent et tout à coup, ils n'en valent plus du tout. Certaines banques ne sont plus capables d'honorer leurs dettes, elles ne sont pas capables de rembourser les banques à qui elles ont emprunté ou à qui elles ont acheté quelque chose, elles sont menacées de faillite, les cours de la bourse chutent, le commerce international tout entier subit un fort recul, et les États sont obligés d'intervenir et de prêter massivement de l'argent. État et conjoncture, les États peuvent, et ils ont souvent tendance à intervenir en cas de crise majeure, comme on le voit actuellement. Aujourd'hui, il y a un choix que l'État intervienne en fournissant des facilitations de crédit pour les entreprises, en prêtant, voire donnant de l'argent. Ils savent très bien que certains crédits qu'ils ont donnés sont à perte. Et ils le font. Ils le font pourquoi ? Pour que la production continue, pour que le PIB ne chute pas drastiquement, pour que les entreprises gardent leurs employés, pour que le chômage n'augmente pas, etc. Et tout ça, ce sont des choix de politique économique. Nous allons en retenir deux. La politique de relance, dans laquelle l'État intervient massivement, il investit pour que la production et la consommation perdurent. À l'opposé, on trouve la politique de rigueur, on parle parfois de politique d'austérité, dans laquelle l'État refuse de dépenser quoi que ce soit, et au contraire, il va réduire ses budgets parce qu'il veut contenir ses dettes, et ne surtout pas s'endetter plus pour résoudre les problèmes. C'est deux manières de voir, il n'y en a pas une de juste, une de fausse. Dans certains cas, la politique de relance a eu du succès, dans d'autres non, et inversement avec la politique de rigueur. Donc ce sont des... Voilà, personne ne détient vraiment la vérité, et chaque crise est tellement particulière qu'il n'y a pas un seul juste. Et en tout cas, je ne suis pas en mesure de vous le donner. On distingue trois types de mesures dans les États. On parle de mesures monétaires, budgétaires ou fiscales. Vous allez mieux comprendre dans ce tableau-là. À gauche, la colonne de gauche, politique de rigueur, colonne de droite, politique de relance. Dans une politique de rigueur, donc une politique économique, du point de vue monétaire, on va chercher à freiner l'inflation. Comment on va faire ça ? Donc freiner l'augmentation des prix. Pour freiner l'augmentation des prix, on va décider d'augmenter l'offre. C'est un exemple, d'accord ? Il peut y avoir 1000 choses dans mon tableau, j'en ai retenu quelques-unes en espérant que ça vous aide. Augmenter l'offre, par exemple, en augmentant les importations. Puisque les entreprises sur mon territoire ne peuvent pas produire plus parce qu'elles sont en difficulté, eh bien je vais importer des produits de l'extérieur et ça va avoir un impact sur les prix qui vont diminuer et du coup ma population pourra continuer à vivre décemment. Dans la politique de relance, on a une toute autre vision des choses. On va augmenter la monnaie en circulation parce qu'on va chercher à augmenter la demande pour faire baisser les prix. Donc le but est le même, c'est de freiner l'inflation aussi. On va augmenter la monnaie en circulation, ce qui va aboutir sur une baisse du taux d'intérêt des crédits, et plus les taux sont bas, plus on a tendance à contracter des crédits, et si on contracte des crédits, on peut faire des investissements, donc tout ça va stimuler la production économique, donc l'augmentation du PIB, et aussi du coup la consommation.
D'un point de vue budgétaire, eh bien, d'un côté, avec la politique de rigueur, excusez-moi, on va éviter de dépenser de l'argent et au contraire, on va réduire son budget. Alors que de l'autre côté, dans la politique de relance, l'État va investir, il va se transformer en entrepreneur, il va construire des bâtiments, il va profiter de refaire les routes et il va élargir les prestations sociales, comme on le voit actuellement d'ailleurs, où tout à coup il est plus facile, il y a une facilitation pour accéder au chômage partiel, etc. Pourquoi ? Pour que les gens continuent à avoir un emploi, pour que les gens continuent à avoir un revenu, et pour que les gens continuent à consommer et à participer au circuit économique. D'un point de vue fiscal, eh ben, d'un côté, on va prôner une augmentation des impôts pour de nouveau que l'État soit fort et que sa dette publique ne s'emballe pas, alors que de l'autre côté, on va plutôt prôner une baisse des impôts, dans le même sens que ce que je disais avant, pour que les gens continuent à consommer, pour qu'ils continuent à investir, pour les encourager voilà, à utiliser l'argent dans le circuit de la consommation. Un petit rappel pour terminer de l'inflation. L'inflation, en gros, c'est l'augmentation des prix. Le taux d'inflation exprime la hausse annuelle de l'IP, un pourcentage de l'IPC, l'indice des prix à la consommation. Je vous rappelle que c'est chaque année, on fait un panier type avec 1 litre de lait, 1 kilo de bœuf, 1 kilo, etc. Et chaque année, ce panier est identique. On calcule ce qu'il coûte au 25 décembre, c'est pas la bonne date, au 27 décembre 2018, ce panier-là, on le recalcule une fois en 2019 et ça nous permet de voir si les prix ont augmenté de manière générale ou baissé. Le taux d'inflation, c'est donc une hausse de ces prix. Et quand les prix augmentent, eh bien, le pouvoir d'achat diminue. Si mon kilo de pain coûte 2 fois plus cher l'année prochaine, eh bien, mon pouvoir d'achat diminue parce que s'il coûte 4 francs l'année prochaine au lieu de 2, entre guillemets, j'aurai 2 fois moins, enfin non, j'aurai la même chose mais avec 2 fois plus d'argent, donc mon pouvoir d'achat diminue. L'inflation, elle est normale. Normalement, les salaires sont indexés à cette inflation. Et l'inflation, pour un fonctionnement normal de l'économie en Suisse, se situe autour de 2%. Mais si l'inflation dépasse ces 2%, donc si les prix augmentent de plus de 2%, l'augmentation générale des prix est de plus de 2%, eh bien ça va appauvrir la population puisque l'argent va perdre de sa valeur. Pour lutter contre l'inflation, excusez-moi, les États ont plusieurs manières de faire. En général, ce sont les banques nationales qui vont prendre le lead. La Banque nationale, d'accord, c'est elle qui met la monnaie en circulation dans un pays. Elle prête de l'argent aux autres banques privées, Raiffeisen, Banque cantonale, UBS, Crédit Suisse, etc. Donc lorsque la Banque nationale identifie un risque d'inflation, eh bien, elle va décider de relever son taux directeur. C'est le taux d'intérêt qu'elle fixe par rapport au crédit. Les banques, elles vont reproduire ce taux sur tous les crédits qu'elles vont donner au sein de leurs clients, que ce soit des entreprises ou des individus. Lorsque les taux d'intérêt sont plus élevés pour les crédits, eh bien on va moins emprunter. On va réduire ses dépenses parce que si on ne peut pas emprunter, on va moins investir aussi. Du coup, on réduit ses dépenses et la demande intérieure, elle va baisser. Et du coup, baisse de la demande, si vous vous rappelez le petit schéma formation des prix, offre et demande, baisse de la demande, les entreprises ne vont pas augmenter les prix et du coup, le danger d'inflation, il est réduit ou écarté. Alors que si le taux d'intérêt fixé par la BNS était bas, eh bien là, les investissements seront encouragés, donc là, il y aurait une forte demande parce que plein de gens prendraient des crédits, et du coup, ça ferait augmenter les prix, et l'inflation ne ferait que s'aggraver. Voilà, j'espère que ça vous aidera. Désolée, c'était bien plus long que prévu.